Un plan Marshall pour développer la République démocratique du Congo. Est-ce un plan de sauvetage ou un plan Titanic? Quelles sont ses visées prioritaires? Pourquoi un budget si costaud? Lui, c'est Noël Tchani, candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain. Vous voulez en savoir plus sur lui? Eh bien, tenez-nous compagnie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je l'ai dit en introduction, vous avez passé 38 ans à l'extérieur du pays. Vous revenez au Congo et vous voulez briguer la magistrature suprême. De qui tenez-vous cette motivation? Je tiens cette motivation du peuple congolais. Effectivement, je suis parti de la RDC, envoyé par le gouvernement de la République démocratique du Congo avec une bourse du gouvernement pour aller étudier, apprendre comment les choses se passent ailleurs dans le monde et revenir ici un jour pour me consacrer au développement durable de notre pays. Je suis parti d'ailleurs avec un billet d'avion qui m'avait été donné par le gouvernement de la RDC. Et ce billet d'avion, les gens qui me l'avaient remis à main propre sont vivants. Lambert Mende Omalanga était secrétaire particulier du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est lui qui m'avait remis ce billet à main propre dans le bureau du ministre. Dans le bureau du ministre Ndielo Mpenge Osaka, qui était le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'époque. Je suis allé, j'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à obtenir le doctorat en sciences économiques. Après avoir obtenu le doctorat, j'ai travaillé dans les banques commerciales et d'investissement à New York pendant 10 ans, avant d'aller à la Banque mondiale à Washington pendant 28 ans. Je suis un spécialiste du développement des pays. J'ai travaillé sur 5 continents, sur 85 pays. J'ai aidé des pays à sortir du sous-développement et de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je reviens ici armé de cette éducation de qualité, mais aussi de 38 années d'expérience professionnelle, de très haut niveau. Pour utiliser cela... Pourquoi ne pas penser aider le Congo dans d'autres domaines? Parce que je considère que le Congo a besoin d'un leadership de qualité. Ce leadership, je peux l'amener et je l'amène. Ayant eu l'expérience de travailler sur plusieurs pays, ayant eu l'expérience de travailler avec plusieurs gouvernements, j'ai constaté que dans mon pays, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons manqué de leadership de qualité, mais aussi nous avons manqué des gens expérimentés au niveau du palais de la nation pour pouvoir mobiliser tout le monde et mettre tout le monde au travail, développer la RDC au profit de tous. J'estime qu'à ce stade, ayant la meilleure vision de développement aujourd'hui pour le Congo, là où je devrais être, c'est au palais de la nation. Comme ça, je peux mobiliser le reste du pays à pouvoir mettre en œuvre cette vision de développement que je maîtrise parfaitement. Mais avant d'arriver au palais de la nation, vous avez besoin d'une base. C'est que vous n'avez pas parce que vous venez de l'extérieur. Pensez-vous que c'est possible de le faire maintenant? Ça, c'est une affirmation gratuite qui n'est pas justifiée sur le terrain. Et je vais vous dire que j'ai une base au Congo. Ma base est constituée de qui? De tous ces pauvres aujourd'hui qui, dans un pays avec tout plein de ressources naturelles, sont en train de vivre au chômage. Ces pauvres qui sont déshérités, qui sont dans la rue, qui manquent donc à manger, qui manquent d'emploi. Ma base est constituée... Connaître à l'avance. J'arrive. Ma base est constituée des étudiants aujourd'hui qui sont incapables de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. De ces enfants qui ne sont pas à mesure de bénéficier de la gratuité de l'enseignement. De ces femmes qui meurent dans les hôpitaux aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir payer leurs factures médicales. Tout cela constitue donc des mécontents qui reconnaissent en Noël Tchani quelqu'un qui est venu pour pouvoir sauver la République, donner au peuple congolais ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Sortir le peuple congolais de la misère et de la pauvreté pour qu'il puisse vivre mieux, bénéficier des ressources naturelles que nous avons en abondance, que Dieu a bien voulu nous donner. Mais ces ressources naturelles qui sont utilisées aujourd'hui, d'ailleurs, contre le peuple congolais. J'ai une base constituée de tous ceux qui reconnaissent que dans ce pays, il y a l'insécurité généralisée. Les Congolais ne peuvent pas dormir tranquilles dans leur propre maison. Ils fuient l'insécurité pour aller se réfugier en Angola, et quand ils arrivent en Angola, on les renvoie pour qu'ils puissent retourner donc au Congo. C'est tous ces Congolais qui sont désemparés, qui ont besoin donc de l'espoir. Ils regardent Noël Tchani aujourd'hui, qui vient avec 38 années d'expérience professionnelle acquise dans des pays avec des systèmes de gouvernance donc respectables. Cette expérience-là peut être mise au profit de mon pays. On va parler de l'actualité. Noël Tchani est-il prêt à faire usage de la machine à voter? J'ai visité la CENI et j'ai trouvé que la machine à voter divise beaucoup de Congolais.
il y a des Congolais qui, sans savoir exactement comment ils fonctionnent, ont pris position parce qu'on les a manipulés. J'ai amené à la CENI des experts qui ont discuté avec la CENI. Nous avons obtenu réponse sur toutes nos questions. Mais je reconnais que dans l'opinion publique, beaucoup de personnes sont montées contre cette machine qu'ils ont d'ailleurs baptisée la machine à tricher. Qu'est-ce que moi je propose? Ceux qui sont comme moi, qui étaient partis à la CENI, qui ont eu l'occasion donc d'entendre la CENI, mais ceux aussi donc de mes collègues qui sont candidats à la présidence de la République, qui n'ont même pas encore été avec leurs experts au niveau de la CENI, je suggère que nous puissions retourner à la CENI, que nous puissions confronter la CENI, les experts de la CENI, qu'on puisse poser des questions sur la légalité de la machine, mais aussi sur la fonctionnalité de la machine. Et après cette confrontation d'idées, qu'on puisse parvenir à un consensus. Si le consensus exige que la machine soit donc enlevée de la course pour que nous puissions avoir des élections en utilisant le vote manuel comme cela a été en 2006 et 2011, cela sera certainement donc un point de vue qui pourra permettre à tout le monde donc d'aller de l'avant. Mais si le consensus est aussi de pouvoir retenir la machine, il faut qu'on convienne des conditions sous lesquelles la machine pourrait être retenue. Par exemple, qu'elle soit utilisée simplement comme étant une imprimante, qu'il n'y ait pas la fonction de transmission donc des données, mais qu'on convienne donc de ces choses-là pour que nous puissions aller de l'avant. Ça ne sert à rien en tant que pays que nous soyons bloqués, parce qu'il faudra que nous puissions trouver des consensus sur toutes les questions pendantes. La machine à voter, la question du fichier électoral qui est corrompu, qui contient 6 600 000 personnes sans empreinte digitale, la question donc de la sécurité de tous les candidats, parce qu'à ce stade ici, sur les 21 candidats, il n'y a qu'un seul candidat du Front commun pour le Congo, qui bénéficie donc de la protection sécuritaire. Je pense que ce n'est pas juste. La loi doit être impersonnelle, pardon, elle doit s'appliquer donc à tout le monde, elle doit permettre à tous les candidats de bénéficier de la protection policière payée par nos gouvernements, parce que c'est ça que la loi dit. Si le consensus décidait que la machine à voter soit mise de côté, vous pensez que les élections pourraient avoir lieu en décembre? C'est une question à laquelle je pense que la CENI devrait répondre. Moi, je ne suis pas le pouvoir organisateur et je ne connais pas comment on organise les élections. Jusqu'à présent, d'après les informations que j'ai recueillies, il est possible d'avoir les élections le 23 décembre 2018, même si on met de côté la machine à voter. Mais il appartient à la CENI de pouvoir nous rassurer que cela est possible. Après examen de la machine à voter, quel a été le point de vue de vos experts du point de vue technique? Le point de vue de mes experts a été concentré sur la fonctionnalité de la machine. Les experts m'ont dit que cette machine n'est pas... ce n'est pas la machine qui va pouvoir organiser la fraude. S'il y a la fraude sera organisée par les gens de la CENI, les gens derrière la machine. Si on met sur le bouton en disant que cette machine va simplement être une imprimante, je ne vois pas comment elle pourrait organiser la fraude. Mais si l'homme derrière la machine programme des choses de façon telle que on pousse sur le bouton pour sélectionner Noël Tchani, mais le bulletin qui sort indique que c'est M. Chadari qui a été sélectionné. Donc en réalité, ce n'est pas la machine qui a fait ce travail-là. C'est l'homme derrière la machine, c'est lui qui l'a programmé pour qu'on puisse arriver à des résultats frauduleux. Ce que je propose encore une fois de plus, c'est que nous puissions nous retrouver tous autour de la table et qu'ensemble, on puisse parvenir à un consensus. Si on décide de rejeter la machine, qu'on le fasse tous ensemble. Si on décide de pouvoir la retenir, sous quelles conditions cette machine peut être donc retenue, de façon à éviter des risques de fraude, par exemple, électorale, qui pourrait donner un avantage comparatif à un des candidats sur les 21. Et il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi vous n'êtes pas à Genève. Écoutez, moi je pense que le Congo démocratique, c'est un pays souverain indépendant. Quand on a des questions à régler concernant donc le Congo, il est important que ces réunions-là se tiennent en République démocratique du Congo. Nous avons 21 candidats, 20 candidats qui se réclament de l'opposition. Aller à Genève pour être en minorité en laissant tous les autres Congos, je ne veux pas faire partie de ça. Je souhaite que les problèmes congolais soient traités par tous les Congolais, par tous les candidats qui se réclament de l'opposition sur le territoire congolais. Et lorsque nous partons donc à Genève, on est sujet à des manipulations étrangères. Ce n'est pas ça, avoir la souveraineté nationale. Et je voudrais voir aussi qui est parti à Genève. Moi, je suis un homme propre. Je n'ai jamais été trempé dans la corruption, dans la prédation des ressources naturelles, dans les rébellions meurtrières, dans les assassinats dans notre pays. Je souhaite qu'avec d'autres personnes propres, que nous puissions nous retrouver autour de la table,
qu'on trouve des solutions à nos problèmes, notamment qu'on désigne un candidat propre qui puisse représenter l'opposition au niveau des élections présidentielles et surtout qu'on trouve un candidat propre avec une vision de développement pour faire face aux défis de notre pays. Et je pense qu'en regardant sur la liste de 20 candidats qui se réclament de l'opposition, Noël Tchani est bien positionné dans ce sens-là. Et les personnes propres sont-elles restées au pays? Vous avez parlé de personnes propres. Nous avons un groupe aujourd'hui constitué donc des candidats à la présidence qui sont très propres. Beaucoup de gens qui sont donc dans notre groupe, on a un groupe d'à peu près 15 candidats. Toutes ces personnes n'ont jamais... sur votre candidature unique? Pardon? Une candidature unique. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Demain, d'ailleurs, nous allons nous réunir pour pouvoir finaliser les critères de sélection du candidat commun qui va nous représenter dans l'élection présidentielle. Au nom de la RDC, pourquoi n'est pas trouvé un moyen de se mettre ensemble avec ce parti à Genève? C'est ce que j'ai toujours prôné depuis que je suis revenu au Congo. J'ai demandé que tous les candidats qui se réclament de l'opposition se rencontrent. Qu'on puisse choisir, qu'on puisse déterminer d'abord les critères de sélection du candidat commun et qu'on choisisse parmi nous la meilleure personne possible pour nous représenter tous dans l'élection présidentielle. J'ai constaté avec regret d'ailleurs qu'il y a une petite portion de personnes sur cette liste de 20 candidats de l'opposition qui veulent faire cavalier seul en écartant les autres. Il faut leur poser la question, pourquoi? En ce qui me concerne, je suis inclusif. Si eux, ils sont exclusifs, c'est à eux qu'il faudra poser la question pourquoi ils ont choisi de se scinder de l'ensemble donc des candidats à la présidence de la République pour faire cavalier seul. Mais je pense que nous gagnons lorsque nous sommes ensemble. Nous gagnons lorsque tous les candidats vont avoir un candidat commun. S'ils ne peuvent pas revenir à la raison pour pouvoir donc nous rejoindre, ce qui va arriver, c'est quoi? Ils vont sortir le candidat commun de leur petite portion des candidats qui étaient partis à Genève. Nous allons sortir donc notre candidat commun. Et on aura quoi? On aura 3 candidats. Et le candidat du FCC, le candidat du FCC, le candidat qui représente leur petite portion des candidats et le candidat commun qui représente la majorité des candidats de l'opposition que nous sommes. Et en ce moment-là, la meilleure personne va gagner. Mais je vais vous dire une chose. Le problème qu'ils vont avoir, c'est quoi? C'est que nous sommes propres, nous sommes nouveaux. Le peuple congolais aspire au changement. Nous incarnons la rupture par rapport à la gouvernance du passé. Les autres, ils auront beaucoup de difficultés à se différencier entre eux. Le FCC qui a géré ce pays pendant 17 ans, et aussi ceux qui sont partis à Genève, qui faisaient partie de la majorité présidentielle, qui ont travaillé avec M. Kabila. Il faudra qu'ils puissent définir en quoi ils sont différents les uns par rapport aux autres. Mais nous sommes différents. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais participé à la gouvernance du pays. Nous n'avons jamais été impliqués dans les assassinats. Nous n'avons jamais été impliqués dans les rébellions meurtrières. Nous n'avons jamais été impliqués dans la prédation des ressources naturelles. Nous n'avons jamais été impliqués dans les détournements des fonds publics. Nous pouvons regarder le peuple congolais et dire, si vous voulez le changement, voici le changement. Je veux marteler là-dessus parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur ça. Au nom de l'amour que vous portez que vous avez pour la RDC, vous pouvez mettre de côté ce fait de vous avoir ignoré et chercher à aller voir pour trouver un candidat commun? Moi, personnellement, je n'ai jamais ignoré personne. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent ignorer une portion de la population en se faisant passer comme étant les véritables représentants de l'opposition, je voudrais leur rappeler quelque chose. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce Congo a été mal géré. C'est la raison pour laquelle nous sommes sous-développés aujourd'hui avec une pauvreté extrême. Il a été géré par des dirigeants congolais. Ces dirigeants congolais, regardez la liste depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouverez pas Noël Tchani. Noël Tchani vient de l'extérieur avec une expérience propre. J'ai aidé des pays à faire face à leurs défis de développement, à devenir des pays émergents. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut prétendre avoir des ambitions de changer le Congo, c'est Noël Tchani et ceux d'ailleurs d'autres candidats qui sont donc dans notre groupe. Ceux qui sont partis à Genève ont été avec M. Kabila. Ils ont été des ministres des Finances, président de l'Assemblée nationale, vice-président sous le régime 1+4. Ils ont été des gouverneurs donc des provinces sous le régime de M. Kabila. Ils ont des comptes à rendre au peuple congolais. Moi, je n'ai pas de comptes à rendre parce que je n'ai jamais occupé des fonctions officielles dans ce pays. Mais alors, dans l'intérêt du peuple congolais, j'ai fait appel à tout le monde. Que ceux qui sont dans l'opposition se mettent ensemble. Tous les 20 candidats, qu'on désigne un candidat commun, mais en tenant compte des critères objectifs. Quels sont ces critères que moi je vois dans l'intérêt de notre peuple?
Il faut que le candidat puisse justifier d'un niveau d'études d'au moins diplôme d'État plus 5, ça veut dire la licence à la congolaise. 2, il faudrait justifier d'une expérience professionnelle de qualité, acquise dans une institution privée ou publique, nationale ou internationale, d'au moins une quinzaine d'années. Pourquoi? Parce que je considère que le palais de la nation, ce n'est pas un lieu de stage où on va pour apprendre à travailler. Il faut quelqu'un qui a déjà travaillé pendant plusieurs années et qui sait comment il faut régler les problèmes. 3, il faut justifier d'une vision de développement, un projet de société. Je suis moi choqué d'entendre aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en train d'élaborer des projets de société. Mais Dieu de mes ancêtres, une semaine avant le démarrage de la campagne présidentielle, vous êtes en train d'élaborer un projet de société. Mais qu'est-ce que vous allez connaître de ce projet de société? Mon projet de société qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, je l'ai rédigé de ma main propre. Depuis 2002, je l'ai publié, la force du changement. Je l'ai publié en 2016. Je l'ai mis à la disposition du peuple congolais en disant, prenez connaissance des idées que nous avons pour pouvoir sortir notre pays des difficultés. Donc c'est un plan de développement qui est mûr, qui est bien articulé. Alors ceux qui n'ont pas de projet, qu'ils admettent qu'ils se mettent derrière ceux qui ont des projets. Vous présentez un plan Marshall pour permettre de développer la RDC. On parle ici d'un plan qui a servi à relever l'Europe affaiblie par les guerres. Cette comparaison tient-elle la route pour le Congo seul? Oui, vous savez, le nom plan Marshall, c'est un terme générique aujourd'hui, pour dire simplement plan de reconstruction du pays. Le plan qui avait été conçu par les Américains pour reconstruire l'Europe a produit des effets. L'Europe occidentale, après la Deuxième Guerre mondiale, était détruite. Les infrastructures de base n'existent pas. Les routes, les chemins de fer, les télécommunications, le tissu social, les écoles, les hôpitaux, tout a été bombardé. Et le chômage était partout. La misère était palpable. Ce que les Américains ont fait, ils ont conçu ce plan pour aider leurs frères européens et ils ont mis en œuvre ce plan pendant tout ce temps et l'Europe occidentale aujourd'hui a été mise debout, s'est remise debout. Quand vous allez en France, en Belgique, en Allemagne et consorts, vous n'allez pas retrouver donc les traces de la guerre. Pourquoi? Parce que les pays ont été reconstruits. Quelle est la situation que nous avons en République démocratique du Congo? Depuis 1960, beaucoup de guerres fratricides, des rébellions meurtrières. On a tué nos compatriotes. Rien que tout récemment, vous avez suivi ce qu'on a appelé les 90 fosses communes dans l'espace Kassaya. On a tué nos compatriotes. Il y a aussi des fosses communes donc à Maluku. Les charniers humains à l'est de la République, Beni, Butembo, toute la province orientale a été affectée par ça. Le chômage, il est galopant. 85% de la population active du Congo se trouve au chômage. Les infrastructures de base n'existent pas. Moins de 10% de la population ont accès à l'eau potable, à l'électricité. Moins de 10% de la population ont accès aux services de télécommunication. Les familles mangent une fois tous les 2 jours. Donc, nous sommes dans une situation catastrophique. Les entreprises, la grande partie d'entreprises, elles sont soit tombées en faillite, soit elles ont fermé des portes parce que l'environnement ne se prête plus. L'insécurité généralisée fait qu'aujourd'hui, les Congolais ne peuvent plus vivre en paix dans leur propre pays. J'ai pensé que si on fait des petites réformes cosmétiques, du genre des petits projets de société que des partis politiques présentent ici, on ne va pas régler ces problèmes qui sont des problèmes structurels, qui prennent du temps à être résolus. Par exemple, pour donner de l'électricité à toute la population congolaise, on aura besoin de construire par exemple Grand Barrage d'Inga. Pour construire Grand Barrage d'Inga, on ne peut pas le faire dans un mandat présidentiel. Pour construire donc des routes qui partent de Banana à Kisangani, ça prendra du temps pour arriver donc à le faire. Pour construire les chemins de fer, pour partir donc de Sakania, au bas du Katanga, à Zongo, à la frontière avec la République centrafricaine, ça prend du temps. Donc, des mesures structurelles prennent du temps à être mises en œuvre. C'est ça que je propose dans le plan Marshall. Pour relancer l'économie, transformer localement nos matières premières congolaises en produits finis, par exemple, utiliser le coltan congolais pour faire les iPhones, les iPads congolais ou bien les postes de téléviseurs congolais. Pour faire tout ça, ça prend du temps. Ce sont des réformes structurelles. Pour réformer la Banque centrale, lui donner l'indépendance, pour qu'elle puisse concevoir une bonne politique monétaire et mettre en place une bonne monnaie acceptable par tous, mais qui fait disparaître donc le dollar, qui fait éliminer la dollarisation, ça prend du temps. C'est pour cela que j'ai pensé qu'un plan Marshall congolais serait l'équivalent de ce que les Américains avaient fait pour les pays occidentaux. Et aujourd'hui, si nous mettons en œuvre cette vision de développement, non seulement en mobilisant les ressources intérieures, mais surtout en mobilisant aussi la communauté internationale comme les Américains l'avaient fait, en faisant venir des investissements directs étrangers, mais également l'assistance bilatérale et multilatérale, on pourrait faire face à ces défis de développement nombreux que rencontre la République démocratique du Congo aujourd'hui.
Concrètement, en la première année, qu'est-ce que vous comptez faire pour alléger la souffrance congolaise? Il y a plusieurs choses que nous allons faire. D'abord, il faut reconnaître que le pays se trouve dans une situation catastrophique et tout est à faire ici. Tout est prioritaire, mais nous devons commencer quelque part. En priorité, je voudrais qu'on rétablisse la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, qu'on réforme le système de la justice et qu'on mette en place des institutions publiques fonctionnelles. Ça, c'est une priorité parmi les priorités. Nous devrons aussi réformer le système de gouvernance parce qu'aujourd'hui, le Congo dégage beaucoup de revenus, beaucoup de recettes, beaucoup de ressources financières, sauf que ces ressources financières n'entrent pas dans le budget national. Ça va dans des poches des privés. C'est volé. Nous devons réformer le système de gouvernance pour capter toutes ces ressources publiques, les mettre dans le budget, gonfler notre budget pour qu'il devienne plus important que les 5,9 milliards de dollars que nous avons aujourd'hui, qui sont très modiques d'ailleurs. Et quand nous avons ce grand budget, nous pouvons maintenant allouer les ressources à tous les secteurs prioritaires pour pouvoir développer le Congo. Il nous faudra maintenant investir dans ce qu'il y a de plus important pour un pays, les ressources humaines, à travers la réforme du système éducatif et aussi la santé. Dans le système éducatif, nous allons rendre effectivement l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit, et surtout donner des bourses d'études aux étudiants lorsqu'ils vont donc à l'université, augmenter les salaires des professeurs, des enseignants, de fonctionnaires de l'administration publique, des médecins, des militaires, des policiers. Tout le monde qui travaille dans l'administration publique devra bénéficier de ce que j'appelle le salaire minimum garanti que j'ai établi à au moins 1 000 $ par mois. Dans le secteur de la santé, parce que ça touche à la qualité des ressources humaines, je voudrais réformer le système de la santé, construire, réhabiliter d'abord les hôpitaux existants, construire de nouveaux hôpitaux, donner la formation appropriée sur le terrain aux médecins, aux infirmières, pour qu'ils puissent se mettre donc à niveau, de façon à pouvoir donner des soins de santé de qualité à la population congolaise. Mais je voudrais introduire aussi quelque chose d'assez innovateur dans ce domaine-là. C'est quoi? C'est l'assurance maladie universelle. Toute personne qui tombe malade peut se faire soigner en utilisant sa carte d'assurance maladie universelle qu'il présentera auprès du médecin ou bien à l'hôpital. On devra accepter cette personne sans exiger que la personne puisse payer immédiatement de l'argent en entrant donc à l'hôpital ou bien en se rendant donc chez le médecin. Qu'est-ce que nous allons réaliser? Nous allons sauver beaucoup de vies humaines. Salariés ou de personnes, toutes catégories confondues? Je voudrais que l'assurance maladie universelle couvre tout le monde, comme le système au Canada. Comment est-ce qu'on va financer cela? Les personnes qui travaillent, on va prélever un pourcentage sur leur salaire. Ce pourcentage sera versé dans la caisse d'assurance maladie universelle. Mais parce qu'il y a très peu de gens qui travaillent par rapport au nombre total de la population, la caisse pourra être déficitaire. Les déficits devront être résorbés par des allocations budgétaires. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Ce système existe au Canada, ça existe dans d'autres pays et je voudrais l'amener aussi ici. Ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va donner, par exemple, la gratuité de la maternité aux femmes enceintes qui meurent aujourd'hui aux portes de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'argent pour entrer, se faire admettre donc dans les dispensaires ou bien dans les hôpitaux. Donc ça, c'est une priorité qui va toucher à la qualité des ressources humaines. Mais il y a deux autres priorités que je voudrais mentionner rapidement. Construire les infrastructures de base. Bien que ce soit des choses à faire dans le long terme, mais nous devons commencer. Je voudrais lancer un réseau routier et un réseau ferroviaire à construire pour relier toutes les 26 provinces du pays, de façon qu'on soit à mesure de partir d'une province donc à l'autre. Ça va permettre de pouvoir créer ce que j'appelle le marché intérieur. Si bien que quand quelqu'un produit du maïs dans le Bandundu, on peut utiliser ce maïs-là à Kisangani ou bien dans le Bas-Congo. Au-delà de ça, je voudrais qu'on lance un grand programme de construction de ce que j'appelle des villes et des villages modernes. Je m'explique. Aujourd'hui, une ville comme Kikwit au Bandundu, il n'y a rien de ville dedans. Quand vous arrivez, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien absolument, une caractéristique essentielle d'une ville. Je voudrais lancer une ville modèle, c'est-à-dire on aura des quartiers résidentiels modernes, on aura des centres administratifs modernes, on aura des champs d'exploitation agricole mécanisés pour permettre à la population donc de Kikwit de pouvoir continuer à faire l'agriculture, mais en utilisant des tracteurs, en utilisant donc des fertilizers, comme on dit en français, des engrais chimiques, pour pouvoir donc produire plus et augmenter la production. Et il y aura une zone industrielle où on va installer des entreprises agroalimentaires qui vont acheter cette production agricole qu'on a augmentée et ils vont mettre ça dans des conserveries. Et maintenant, une fois qu'on a cette production augmentée, accrue, elle pourra être vendue dans toutes les 26 provinces. On pourra même exporter dans d'autres pays sur le plan donc africain. C'est comme ça que nous allons créer des emplois
pour la population congolaise à Kikwit, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Ce programme va concerner 243 villes et villages à travers le pays. Donc nous allons construire les mêmes conditions de vie dans toutes les provinces sur l'ensemble du territoire national. Nous allons réaliser quoi? Bâtir un pays plus beau qu'avant, comme notre hymne national le dit, et moi j'ajoute, où il fait bon vivre partout. Au-delà de ça, le programme d'industrialisation accélérée de la RDC pour transformer localement les matières premières nombreuses en produits finis à l'intérieur du Congo et créer des emplois pour les Congolais. Parlant de conditions de vie identiques dans toutes les 26 provinces, ironiquement, je dirais que même le bon Dieu n'a pas encore réussi à le faire. Comment comptez-vous vous y prendre du moment que les provinces ne produisent pas ne produisent pas les mêmes minerais, la même quantité de ressources? Non, le bon Dieu a déjà fait que dans d'autres pays, les gens ont le même niveau de vie partout. Par exemple, aux États-Unis où j'ai habité pendant toutes ces années, quelqu'un qui habite en Californie vit de la même façon que la personne qui est au Texas. Quand vous partez de Texas, vous arrivez au Maryland, dans les environs de Washington, vous trouvez les mêmes conditions de vie. Vous partez de là, vous arrivez dans le Nevada, c'est les mêmes conditions. Les États-Unis sont beaucoup plus larges que le Congo. S'ils ont réussi à créer les mêmes conditions de vie pour leur population partout, nous pouvons faire la même chose. La Chine populaire, même chose. J'ai été au Japon, en partant de Tokyo, Nagasaki, Hiroshima, Kobe, Osaka, vous trouvez les mêmes conditions de vie. Si eux, ils ont pu le faire avec la technologie moderne, nous pouvons réaliser le même objectif en République démocratique du Congo. Nous ne devons pas justifier le fait que nous n'avons rien fait pour notre pays par le fait que le bon Dieu n'a pas permis cela. Le bon Dieu n'aide pas des gens qui sont paresseux, qui n'ont pas de vision. Le bon Dieu se trouve du côté du peuple congolais. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Noël Tchani pour démarrer le processus de développement de la RDC pour que nous puissions reconstruire notre pays au profit de tous les Congolais. 800 milliards de dollars sur 15 ans. Est-ce un glissement au stade embryonnaire? Vous prévoyez déjà de glisser? Non, pas du tout. Vous savez, le mandat présidentiel à RDC est de 5 ans renouvelable une fois. Si je suis élu président de la République, je vais travailler pendant 5 ans. Et si je travaille très bien avec la participation de tous les Congolais, j'aurai le deuxième mandat. À la fin du deuxième mandat de 10 ans, je vais prendre ma retraite. Et des jeunes gens comme vous, vous allez continuer à mettre en œuvre le plan Marshall que vous allez reviser d'ailleurs, mettre à jour. C'est comme ça que les pays se développent. Par exemple, la ville de Paris a été conçue par quelqu'un, un architecte qu'on appelle le baron Haussmann. Monsieur Haussmann, il a travaillé pour mettre en œuvre le plan qu'il avait conçu pour construire Paris. Il a travaillé pendant 4 ans. À la fin de ça, il a pris sa retraite, il est parti de la mairie de Paris. Mais le plan pour la construction de Paris a continué à être mis en œuvre. Jusqu'aujourd'hui, il continue à construire donc Paris. Donc le plan Marshall que je propose n'est pas une façon de justifier le glissement. Le plan Marshall, c'est une façon de mettre le Congo au travail, qu'on démarre le processus de développement durable, que moi je vais mener, montrer aux autres qui vont prendre la relève lorsque je quitte la scène politique dans 10 ans. 20 milliards de dollars pour chaque année. Sera-t-il possible de mobiliser, vu que vous prétendez la mobilisation en interne, sera-t-il possible de trouver 20 milliards de dollars la première année? Oui. 20 milliards, non, le plan d'abord total a un coût de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Oui, je présente que pendant le premier quinquennat, nous allons tabler sur un budget au moins de 20 milliards de dollars par an pour un total de 100 milliards de dollars pour le premier quinquennat. Où est-ce que nous allons trouver cet argent? Vous savez, le président Thabo Mbeki est venu en RDC, il a conduit en 2013 au mois d'août une mission de ce qu'on a appelé le panel des experts africains. Après avoir fait le diagnostic ici, ils ont déterminé que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. C'est volé, ça va dans des poches de privés. Vous avez vu les Panama Papers, il y a des noms qui se trouvent dedans. Demandez à ces gens-là où est-ce qu'ils ont trouvé de l'argent à mettre dans les comptes offshore à Panama, dans les îles Vierges britanniques, et ainsi de suite. Et moi, je suis spécialiste donc de ce secteur-là. Je sais où se trouve cet argent et on va le récupérer un jour. Maintenant, parce que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget de l'État, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le budget que nous avons, qu'on nous présente à la télévision tous les jours au Parlement, ne représente que 15% de ce qu'il devait être. Là où nous devons mener la bataille, c'est mener la bataille contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics. Quand je suis président de la République, un message va être très fort, parce qu'on va faire ce que Luzolo Bambi est incapable de faire aujourd'hui. Luzolo Bambi dit chaque année, on perd 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et détournement des fonds publics. 15 milliards et 10 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et détournement des fonds publics.
La seule différence entre lui et moi, entre le président Kabila et moi, c'est qu'eux, ils le disent, ils ne font rien. Moi, quand je dis qu'on va aller après les corrompus, on va les attraper, les amener au tribunal, les juger, les mettre en prison à Makala pendant 15-20 ans. Et quand ils sortent, ils ne pourront plus jamais occuper des fonctions de l'administration publique, ils ne pourront plus jamais postuler pour des mandats électifs, ils ne pourront plus jamais soumissionner pour des marchés publics. Ce seront des citoyens qu'on va mettre en quarantaine. On va même leur arracher la carte d'électeur. Alors, quand on va faire ça avec une personne, 2 et 3, vous savez quoi? Tout le Congo va être mis au garde-vous. Il y aura l'argent qu'on va récupérer, les 85% qui échappent au trésor public. On va récupérer cela, mettre dans le budget national, utiliser ça pour financer le développement. Nous passons maintenant à la deuxième partie de l'émission et nous accordons la parole à Patrick Lokala. Bonjour, monsieur le candidat président de la République. Bonjour, monsieur. Êtes-vous à l'aise lorsque, par exemple, un Américain du nom de Peter Pham a publié une tribune sur le journal New York Times, soutenant la thèse selon laquelle la solution au problème du Congo, il faut l'émietter. C'est-à-dire qu'il faut émietter le Congo pour trouver solution au problème du Congo. Êtes-vous d'accord ou non avec cette thèse? J'ai connu Peter Pham et on se connaît personnellement quand il était au Atlantic Council. Et moi, je suis choqué que des gens qui ont des points de vue de ce genre-là puissent être même nommés à des postes de responsabilité pour faire affaire avec les pays africains. Nous sommes des pays souverains et nous avons à main notre destin. Et ce n'est pas aux États-Unis de nous dire qu'on doit émietter notre pays pour trouver des solutions aux problèmes ici. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont 4 fois plus grands que la RDC. Et pourquoi eux, ils sont ensemble? Pourquoi ils ont constitué cette confédération? On a mis les États ensemble. Moi, je pense aujourd'hui que non seulement la RDC doit rester donc unie en tant qu'État unitaire, nous devons aller même au-delà de ça, développer des coopérations avec d'autres pays africains pour que nous ayons des marchés beaucoup plus grands. Regardez par exemple le Soudan. Qu'est-ce que le Soudan a réalisé lorsqu'on l'a coupé en deux? Ça devient donc des petits morceaux qui ne peuvent survivre qu'en étant dépendants des grands pays comme les États-Unis. Si c'est ça l'objectif qu'on veut réaliser, je veux que le peuple congolais dise non. Nous voulons rester un pays indépendant, nous voulons rester un pays uni, et il n'y a personne qui doit venir ici dire au peuple congolais que nous devons nous émietter pour pouvoir donc répondre aux objectifs des manipulations des politiques étrangères que représente donc le monsieur que vous avez mentionné. Oui, d'après vous, alors, que cache la nomination de Peter Pham comme envoyé spécial des États-Unis sous la région des Grands Lacs? Les États-Unis ont leurs objectifs de politique étrangère. Moi, je ne voudrais pas que le peuple congolais panique à cause de ça. Nous devons nous unir, nous, à l'interne. Mais regardez-moi ce qui se passe. Madame m'a posé tout à l'heure la question pourquoi je ne suis pas allé à Genève. Parce qu'à Genève, les gens qui partent là-bas, c'est pour être manipulés par l'extérieur contre leur pays. Je voudrais rester congolais et je voudrais que tous les Congolais choisissent un candidat qui soit à mesure de dire non à toutes ces pressions extérieures. Et Noël Tchani est bien équipé. 38 années d'expérience professionnelle, en ayant travaillé dans une institution internationale, à la Banque mondiale. Voilà, j'ai fait affaire avec 85 pays. 38 ans, parlons-en maintenant. Vous êtes parti à l'étranger, c'est grâce à l'État congolais. Vous revenez après 38 ans. Êtes-vous fier de tenir ce discours aujourd'hui, après 38 ans d'absence au pays? Mais je suis très fier de ça et je vais vous dire pourquoi. J'ai vécu au Congo, et plus spécifiquement dans le Congo profond, de ma naissance jusqu'à la fin de mon école secondaire. J'ai étudié là-bas, je connais les réalités très bien. Le Congo que moi j'ai laissé, Ngandangika que j'ai laissé il y a plusieurs années, les choses sont même pires aujourd'hui parce que je repars tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour aller visiter là-bas. Et qu'est-ce que je constate? La même chose que je constate en Ngandangika, elle s'applique au Bandundu, dans la province orientale, un peu partout. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas de chemin de fer, pas d'emploi, pas d'entreprise, rien. 38 ans, qu'est-ce que le Congo a gagné dans ces 38 ans? Vous avez passé à l'étranger. J'arrive, laissez-moi maintenant. Le Congo a gagné beaucoup de choses. A gagné quelqu'un qui a pu apprendre. Et non seulement apprendre à l'école, mais qui a pu apprendre sur le terrain, qui a pu accumuler l'expérience qui est rare en République démocratique du Congo. Je ne connais pas dans ce pays ici un seul spécialiste du développement
qui a conçu des stratégies de développement pour d'autres pays et qui les a mis en œuvre. C'est la première chose. C'est la première chose que le Congo gagne en ramenant quelqu'un comme ça. Deuxième chose, j'arrive, laissez-moi finir s'il vous plaît. La deuxième chose maintenant, qu'est-ce que le Congo gagne? Le Congo est membre de la Banque mondiale. En étant membre de la Banque mondiale, le Congo a intérêt à être représenté au sein de cette institution, dans toutes les institutions internationales d'ailleurs. Moi, en étant à la Banque mondiale, je suis et j'ai été un ambassadeur distingué de la RDC. J'ai défendu les couleurs de la RDC à un très haut niveau. Partout où je pars, on dit Noël Tchani de la Banque mondiale, mais originaire de la RDC. Mon livre d'ailleurs, La force du changement, qui représente ma vision de développement, est préfacé par quelqu'un que j'ai connu en étant un fonctionnaire de la Banque mondiale, M. Abdoul Diouf. Et je connais comme ça des chefs d'État de 85 pays. Ces chefs d'État m'ont permis d'apprendre ce qu'eux, ils ont fait chez eux et qui a marché pour donner de bons résultats que nous pouvons faire aujourd'hui chez nous pour pouvoir transformer fondamentalement la vie de nos compatriotes. Je m'érige contre les gens qui pensent que pour apprendre, il faut juste prendre le billet d'avion ici, débarquer en Belgique, terminer les études, et le jour que vous terminez les études, vous prenez l'avion, vous revenez ici, on vous nomme PDG ou bien ministre. Vous revenez ici, messieurs, vous n'avez rien appris de l'expérience professionnelle dans des pays organisés. Moi, j'ai pris du temps pour apprendre. Je reviens ici avec cette expérience. Elle va beaucoup aider mon pays par rapport à ces étudiants qui sont partis, qui sont revenus vite, pour vite se tremper dans la corruption et devenir juste comme avant, comme s'ils n'étaient jamais sortis de ce pays. On va passer à Aristote Chikunga. Tu as droit à 2 minutes. Oui, merci pour la parole, madame. J'allais juste aller droit au but. Ma question a pour centre de gravité la circonscription économique de notre pays. Alors, j'ai bien suivi lorsque vous êtes en train de parler de côté du budget, voir comment, avec l'affaire Panama Papers, qu'on a connu, comment essayer de déboucher, n'est-ce pas, ces entrées qui étaient pratiquement qu'on a qualifié par ailleurs de la mafia, et vous pouvez quand même faire en sorte que ces ressources-là puissent revenir dans le pays. Et vous avez épinglé aussi quelques aspects fiscaux, n'est-ce pas, cet aspect fiscal-là où vous avez dit, même avec ce que M. Nuzolo Bambi dit tout le temps, qu'il y a énormément d'argent, en l'occurrence 15 milliards de dollars par année, où qu'on peut essayer de boucher l'écoulement des recettes pour essayer un peu de reprendre cet argent-là. Mais je vous ai vu en faisant cette analyse-là comme si vous étiez un économiste qui se penche un peu dans la fiscalité, mais vous pécherez, hein, les cas échéants, je ne le dis pas, dans le cadre de la diversification de l'économie. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est un peu ce qu'on a rapproché à M. Matata Ponyo, qui a beaucoup cru à la stabilité du cadre macroéconomique. Pourtant, c'est un agrégat conjoncturel du point de vue économique. Mais il faudrait beaucoup plus s'atteler sur la production, l'industrialisation, qui sont des agrégats qui sont beaucoup plus structurels, qui sont pérennes dans le temps. Et quand vous mettez l'aspect fiscal en avant, vous dites il faut essayer de faire en sorte que les choses puissent être rentabilisées dans ces secteurs-là. Tout peut changer, les cours mondiaux peuvent bousculer. On a connu le cas en France avec les carburants qui est passé des 3 quarts. Pratiquement, Macron s'est attelé. Et ces choses-là ne sont pas vraiment trop stables pour trop s'y atteler et puis mener une politique qu'on attend stable et porteur de développement. Moi, je pense que vous pourriez peut-être beaucoup plus vous atteler sur la diversification des ressources avec quelques bases beaucoup plus structurelles. Qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que vous avez mal compris, monsieur. Et je ne suis pas comparable donc à ce Premier ministre que vous avez mentionné, parce que tout ce qu'il a fait, c'est mettre notre pays dans une situation délicate. Beaucoup de projets qu'il a initiés qui ne valaient pas la peine d'être initiés. Et regardez Bukangolonzo, partout où il a mis ses pieds, donc il a mis ce pays en faillite. Alors, moi, je propose justement la diversification économique. Comment? L'un des piliers importants, l'un des programmes importants de notre plan Marshall consiste à promouvoir l'autosuffisance alimentaire en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et il y a une carte que j'aurais bien voulu projeter, malheureusement, donc on ne s'est pas préparé suffisamment pour ça. Sur cette carte-là, vous allez voir qu'on construit les villes modernes et les villages modernes dont on parle. Mais il y a un plan de développement de chaque ville et de chaque village pour être à mesure de développer les activités agro-industrielles, l'élevage, la pêche, l'agriculture. Et une fois qu'on produit plus par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, on va installer ce que j'appelle donc des zones de développement industriel à côté de chaque ville ou dans chaque province plus ou moins,
pour attirer des entreprises qui vont acheter ces productions agricoles, d'élevage, ces produits de l'agriculture, d'élevage et de pêche, les mettre dans des conserveries pour vendre non pas simplement à toute la population congolaise, parce qu'on aura construit donc des routes, des autoroutes, des chemins de fer pour faciliter le transport des personnes et des biens, pour vendre dans d'autres provinces. Mais au-delà de cela aussi, nous allons aller à la conquête des économies africaines. C'est-à-dire, le Congo, par exemple, avec les 9 voisins, nous avons une population combinée de 280 millions d'habitants. 280, c'est un gros marché. Une fois que nous avons construit ces routes, ces autoroutes, elles ne vont pas s'arrêter aux frontières. Les autres pays vont prendre la relève pour entrer en Angola, aller jusqu'en Afrique du Sud et consorts. Ça va nous permettre de produire plus, mais d'exporter plus vers d'autres pays. Monsieur Noël Tchani, j'ai bien suivi, je vous accorde le bénéfice de tout, comme je disais. Alors je vais à une dernière question, c'est qui est une question de sûreté. Vous avez très bien parlé, très beau dit par rapport à tout ce que vous allez mettre en mobilisation pour arriver à vos fins. Alors, cela requiert des gros capitaux. Qu'allez-vous faire pour les mobiliser? Merci. Le plan Marshall que je propose va nécessiter 800 milliards de dollars sur 15 ans. Il est important que les Congolais comprennent pourquoi je suis arrivé à 800 milliards de dollars. Moi, je n'ai pas peur des chiffres. J'ai travaillé dans les banques d'investissement à New York, dans les plus grandes banques du monde. JP Morgan Chase, c'est la plus grande banque du monde aujourd'hui. J'ai travaillé à la Banque mondiale, je suis habitué. J'ai fait un seul projet simplement pour aider les 8 pays d'Afrique occidentale qu'on appelait le projet de réforme du marché financier de développement des infrastructures en Afrique de l'Ouest. Les 8 pays membres de la zone IOMOA. C'était 500 millions de dollars. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver ça. J'ai fait plusieurs comme ça. Une opération pour le Cameroun, 1 milliard de dollars, ainsi de suite. Donc 800 milliards de dollars, c'est le montant que j'ai estimé est nécessaire pour régler les problèmes structurels de la RDC. Je ne veux pas faire des réformes cosmétiques. Je ne vais pas faire des réformes qui les gens disent waouh, ils ont fait tel programme, mais à la fin, un programme par exemple dans le domaine de l'éducation, mais quand on a terminé le programme après 5 ans, qu'est-ce qu'on constate? Les enfants qui sortent des universités congolaises ne savent ni lire ni écrire. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Je voudrais moi faire un programme qui va non seulement réformer le système éducatif, construire de nouvelles infrastructures, payer correctement les enseignants, donner des bourses d'études, relever le niveau de l'enseignement. Avec quel moyen, M. Noël Tchani, avec quel moyen? Mais j'arrive. Les 800 milliards de dollars, je voulais vous expliquer d'où vient le montant 800 milliards de dollars. Après avoir fait ce diagnostic, secteur par secteur, j'ai déterminé que pour régler ces problèmes-là, ça va nécessiter beaucoup d'argent, 800 milliards de dollars. Maintenant, je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'on va trouver ça. Je vous ai dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. Nous allons faire la guerre contre les prédateurs, les corrompus, pour récupérer la fraude fiscale, les détournements des fonds publics. C'est l'argent réel qui nous échappe aujourd'hui, qui échappe du trésor public. Nous allons faire la guerre à ces gens-là, récupérer cela, mettre dans le budget. Augmenter le budget de 5,9 milliards de dollars aujourd'hui, en moyenne à 45 milliards de dollars par an sur 15 ans. 45 multiplié par 15, vous obtenez 680 milliards de dollars provenant des ressources intérieures en République démocratique du Congo. Maintenant, parce que nous avons besoin de 800 milliards de dollars, nous n'avons que 680 provenant des ressources intérieures. Ce que j'ai fait maintenant, j'ai regardé les investissements directs étrangers. Les investissements directs étrangers aujourd'hui s'élèvent à 3 milliards de dollars. Si nous mettons en place un bon environnement des affaires, avec une bonne vision de développement, avec un leader qui est crédible, qui sait ce qu'il fait au palais de la nation et qui a une bonne équipe, nous allons attirer plus d'investissements directs étrangers après avoir amélioré l'environnement des affaires ici. Vous savez que le Congo vient d'être classé 184e sur 190 pays en comparant le climat des affaires donc des différents pays. Ça, c'est Doing Business du groupe de la Banque mondiale qui l'a fait. Ça veut dire qu'au lieu d'attirer les investissements, nous chassons les investissements. Moi, je suis spécialiste du développement du secteur privé. Je l'ai fait dans plusieurs pays. Je vais mettre au Congo le meilleur environnement des affaires jamais connu dans l'histoire de la RDC. Et à Jerry Kapambo. Merci. Bonjour, monsieur Noël Tchani. Moi, Vita. Bonjour, Jerry. Je vous ai entendu bien parler de l'économie, des structures, mais vous n'avez pas relevé un point important. Vous n'avez pas su capitaliser un indicateur important que les gestionnaires de ces pays pendant 17 ans avaient soulevé. Et c'est quand vous êtes arrivé, arrivé au pays, vous avez déploré un cas de vol. Pour ceux qui sont payés pour assurer votre sécurité. Le président de la République avait dit qu'il n'a pas su changer l'homme congolais.
Vous venez de définir ici comment mobiliser les capitaux. Comment mobiliser les ressources. Avec qui? Très bien, une très bonne question. Ne dites pas que j'ignore un aspect important. C'est que vous aurez dû demander qu'est-ce que je prévois dans ce sens-là. Le plan Marshall est un programme spécial pour le changement des mentalités du peuple congolais. Parce que je considère que les mentalités que nous avons aujourd'hui, elles sont négatives. Je donne l'exemple. Je quitte les États-Unis, je débarque à l'aéroport d'Indili, on me vole mes affaires, les livres et les habits. Et quand je me plains, tous les réseaux sociaux sont envahis par des gens qui disent « Oh, lui, il se plaint parce qu'on lui a volé donc un costume, qu'il se taise. » Je dis « Mais s'il vous plaît, c'est quelle mentalité ça? Tout le monde devait être indigné que dans mon pays, il y a des cas de vol. C'est les voleurs qu'il faut punir, pas la victime. Nous devons changer cette mentalité, éduquer les gens. Il y aura la révision du système éducatif, mais aussi des cours de civisme et aussi des cours de moralisation de la société pour que les gens connaissent la différence entre le bien et le mal. Et je voudrais compter sur une coopération avec certains pays où j'ai vu des mentalités très positives qui soutiennent le développement. Je suis impressionné par les Japonais. Quand je suis allé au Japon, deux de mes ancêtres, on marchait sur la route comme ça avec 2-3 amis. Quelqu'un a pris les papiers Kleenex, il a jeté par terre. Aussitôt, il m'a demandé de voir parce qu'il voulait que je voie ce qui va arriver. Aussitôt que le papier atterrit par terre, le Japonais qui venait après moi s'est incliné, a pris ce papier et est allé mettre dans la poubelle. Et il m'a dit, regarde à droite, je vais faire la même chose. Il a pris encore le papier Kleenex, il a jeté comme ça. La Japonaise qui venait après nous, sans se plaindre, est allée prendre le papier et jeter dans la poubelle. Si on a cette population qui réfléchit de cette façon, la ville de Kinshasa serait très propre. On n'aurait pas la poubelle qui s'accumule partout. Il faut éduquer les gens. J'amènerai même des Japonais pour participer à la sensibilisation, par exemple, dans ce domaine-là. Donc, on a identifié plusieurs pays qui peuvent nous aider à changer les mentalités dans certains domaines. Mais au-delà de ça aussi, je souhaiterais que le chef de l'État prêche par l'exemple. Quand je vous dis que je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais été corrompu. Imaginez quand je serai au palais de la nation. Et quand je vais dire à tout le monde, c'est lui qui va être attrapé avec la main dans la poche. Voici ce qui va lui arriver. Et je ne dirai pas simplement ça pour intimider les gens. Et je vais mettre ça en pratique. La mentalité va changer de ce côté-là. Je vais introduire aussi un système assez innovateur. Tous les samedis, il y aura ce que j'appelle l'adresse hebdomadaire du chef de l'État à la nation. Je vais prendre un aspect particulier de ce qui se passe dans notre société et parler de ça. En tant que chef de l'État, tous les Congolais vont suivre. Le palais de la nation doit être utilisé pour éduquer les gens, pour pouvoir sensibiliser les gens. La presse, vous qui êtes de la presse, vous devez contribuer à ce changement de mentalité. Mais qu'est-ce que je constate dans la presse aujourd'hui? La presse aujourd'hui, elle est devenue aussi prédatrice. Je regrette de pouvoir vous le dire. Mais il faut, je comprends l'environnement dans lequel on vit. Je sais que par exemple des journalistes ne sont pas payés. Comment arriver à régler ce problème? Mettre un bon salaire pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la presse pour qu'ils fassent objectivement leur travail. J'ai reçu des coups de fil des journalistes à 23 heures qui me disent, Monsieur Tchani, nous avons des informations négatives sur vous. Si vous voulez qu'on ne puisse pas publier ça, nous pouvons nous rencontrer donc le plus rapidement possible. Je leur ai dit, vous savez quoi, je n'ai jamais commis des crimes, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé quoi que ce soit. Je ne vois pas ce que vous pouvez avoir de négatif contre moi dont j'aurais honte. Publiez cela, s'il vous plaît. Et le matin, il a publié des histoires qui ne faisaient pas du sens. Ce genre de presse-là, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une presse qui contribue à changer la mentalité, la façon dont la société congolaise fonctionne. Et je souhaiterais que nous travaillions avec tous les amis de la presse, que j'apprécie d'ailleurs, pour que nous arrivions à cet objectif-là. En tout cas, j'ai un autre souci, Monsieur Noël Tchani. En vous entendant dire vous êtes contre l'impérialisme, mais vous adoptez des concepts impérialistes. Plan Marshall. La RDC a connu presque la même chose. En 1985, le FMI avait mis en place le programme d'ajustement structurel qui n'a jamais fonctionné. Croyez-vous qu'au même moment, les mêmes remèdes, ça va tenir? Et par ricochet, j'aimerais que vous puissiez expliquer à un Congolais lambda le plan Marshall. Parce que le plan Marshall, dans son état originel, c'était l'aide des États-Unis qui disposaient des moyens financiers énormes aux Européens. En contreprix, eux, ils achetaient
de marchandises américaines plutôt. Et maintenant, calqué à la réalité congolaise. Comment expliquez-vous le plan Marshall en 1 minute? D'abord, je voudrais sortir de votre vocabulaire l'utilisation des mots impérialistes. Moi, je ne fais pas l'apologie donc de l'impérialisme, ça ne m'intéresse pas. Genève. Ce que je fais ici, c'est que j'ai conçu une vision de développement pour mon pays, et cette vision, personne ne me l'a dictée. Je l'ai conçue en utilisant mon cœur pour mon pays et pour mon peuple, pour répondre aux défis de développement. Parce que vous je veux avez que la tiré RDC, sur Genève. Je voudrais utiliser donc cette vision, sortir la RDC du sous-développement, en faire un pays émergent. Sortir d'une situation de 85% des chômeurs pour que tout le monde trouve du travail. Sortir d'une situation où 90% de la population vit dans la pauvreté pour que tout le monde puisse vivre, avoir une vie sociale correcte. C'est ça le plan Marshall. Pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons construire les routes, bâtir un état de droit, améliorer la gouvernance, industrialiser notre pays, développer l'économie. C'est ça le sens du plan Marshall que les Congolais devraient comprendre. Ça n'avait pas tenu en 1985, ça n'avait pas tenu. Pardon? En 1985, les programmes mis en place pour sauver ce pays n'ont Je voudrais vous dire une chose, qu'il y a une différence entre ceux qui ont conçu ce programme, qui les ont mis en œuvre. C'est différent le programme que je propose aujourd'hui. Ce n'est pas un programme de la Banque mondiale ni du Fonds monétaire. Je suis contre ces programmes-là d'ailleurs. Et je vais vous dire pourquoi ce plan est différent. Un programme conçu par les Congolais pour développer la RDC, et je vais le mettre en œuvre en utilisant quoi? En priorité, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me fasse du chantage, en utilisant en priorité les ressources financières congolaises. Il faut que les Congolais comprennent cette différence-là. Quand vous dépendez simplement de l'étranger pour mettre en œuvre votre vision de développement, on va vous faire du chantage. On va vous dire, si vous ne faites pas ça, nous on ne va pas vous donner ceci. Mais mon plan, je voudrais qu'il soit, et d'ailleurs, je voudrais que le Congolais sache que les 680 milliards de dollars que je voudrais mobiliser des ressources intérieures, nous sommes capables de mobiliser plus que ça. Donc on peut financer ce plan sans avoir à recourir à un emprunt extérieur, à une aide extérieure quelconque. Mais je voudrais être diplomate pour ne pas donner l'impression aux autres qu'on va couper les ponts avec eux. Je voudrais que tout le monde participe à la reconstruction de la RDC parce que tout le monde a quelque chose à gagner. La construction des routes va être faite avec la main-d'œuvre congolaise. La main-d'œuvre congolaise, mais nous n'avons pas toute la technologie. On va importer des équipements, par exemple, des États-Unis, du Japon et de la Chine. Ils ont quelque chose à gagner. Je voudrais montrer que la mise en œuvre de cette vision de développement va bénéficier aux Congolais, aux Africains qui viendront, parce qu'on aura besoin donc de ressources humaines de qualité qui peuvent venir de ces pays-là, mais il va bénéficier aussi aux États-Unis d'Amérique, aux pays occidentaux, aux partenaires extérieurs qui vont nous apporter des équipements, de l'expertise et aussi des ressources humaines. Donc tout le monde a intérêt à ce que le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC soit mis en œuvre, parce qu'ils vont gagner quelque chose de ce plan. Pour chuter, M. Noël Tchani, vos équipements de campagne, ça vient de quel pays? Je voudrais vous dire que depuis que je suis arrivé, tout ce que je suis en train d'utiliser pour ma campagne, la propagande des consorts, c'est imprimé en République démocratique du Congo. Et je peux vous donner le nom du jeune homme de qualité, l'infographe qui fait tous ces travaux. Je voudrais le mettre en exergue. Il s'appelle Joël Betou. Ce garçon-là, non, je ne fais pas de publicité, mais parce que je voudrais lui donner la preuve que je ne suis pas quelqu'un qui prêche une chose et qui fait le contraire. Je voudrais sincèrement promouvoir la petite et moyenne entreprise congolaise, créer des emplois pour les Congolais. Je me suis assis avec ce jeune homme et je peux vous donner son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler. Nous avons fait une estimation en lui disant, voici les prix qu'on m'a proposés en Belgique, en France et aussi en Chine. Est-ce que tu peux faire aussi bien que ça? Si le prix n'est pas tellement différent, à peu près à qualité égale, j'obtiens un prix qui est relativement supérieur ici que ce que je peux obtenir à l'étranger. J'ai donné le marché donc à ces jeunes hommes. Pourquoi? Parce que je voudrais les promouvoir. Et il y a plusieurs entreprises avec lesquelles je travaille comme ça. Chaque fois que Noël Tchani sera au Palais de la Nation, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que nos gens gagnent de la mise en œuvre de tel programme ou de tel programme? Si nous pouvons aider nos populations, je les mettrai en priorité. Je le dis et I mean it. Mais simplement, si on ne peut pas trouver mieux au Congo et qu'on doit importer quelque chose de l'extérieur, je n'ai pas d'objection à ce qu'on puisse le faire de cette façon-là. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission, mais avant de nous quitter, Noël Tchani, la main sur le cœur, regardez la caméra et dites aux Congolais à la maison les risques du plan Marshall en 1 minute. Je voudrais dire une chose au peuple congolais. Je m'appelle Dr Noël Tchani, moi j'invite à candidat numéro 15.
je voudrais que je sois président de la République pour travailler avec les Congolais pour que nous puissions développer notre pays, sortir de la médiocrité et de la misère pour devenir un pays émergent qui crée des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais qui a trop souffert pendant trop longtemps du fait du manque de leadership au sommet de l'État. Ce plan, le risque que nous avons, c'est que le plan qui est très bien conçu pourrait ne pas être mis en œuvre si Noël Tchani n'est pas élu président de la République. Nous devons minimiser ce risque, nous devons gérer ce risque. Nous allons gérer le risque comment? Nous devons nous mobiliser tous pour que le 23 décembre prochain, tous les Congolais, comme un seul homme, puissent voter le candidat numéro 15, Dr Noël Tchani Mwadianvita, pour me permettre de travailler avec vous tous à partir du Palais de la Nation pour que nous puissions mettre en œuvre le plan Marshall de Noël Tchani et développer la RDC, créer de bonnes conditions de vie pour tous les Congolais, éliminer le chômage et la pauvreté et surtout rétablir la dignité même du peuple congolais. Je vous remercie. Ok, merci d'avoir accepté d'être notre invité. C'est à moi de vous remercier de m'avoir reçu ici à Numérica TV, que je regarde d'ailleurs très régulièrement et vous faites un excellent travail. Je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. C'était le magazine État de la course. Il vous a été présenté avec le concours de toute l'équipe technique. Je dis merci à tous les intervenants. Je dis merci à Géry. Je dis merci à Patrick Lokala. Merci pour finir à Aristote Chikunga. Si vous avez aimé, dites merci à la direction générale. Portez-vous bien. Bye bye.